20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Marc Semo, journaliste, collaborateur au Monde et à Challenge, et Gauthier Ribinski, éditorialiste de politique internationale ici à France 24. Après 6 jours de deuil national, Ali Khamenei a été inhumé dans sa ville natale de Mashhad. Dans les cortèges, des appels à tuer Donald Trump alors que les États-Unis ont lancé près d'une centaine de frappes sur l'Iran, de quoi remettre en cause l'accord signé il y a 3 semaines maintenant entre les deux pays. 12 pétroliers russes attaqués la nuit dernière par l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes ne font que prolonger le conflit, dénonce la Russie, qui voit rouge quand Donald Trump autorise Kiev à produire des missiles patriotes. Les funérailles d'Ali Khamenei ont pris fin. L'ancien guide suprême iranien, inhumé à Mashhad, dans sa ville d'origine, après 6 jours de deuil national. Sur le passage de son cercueil, des milliers de personnes rassemblées. Et dans les cortèges, des slogans anti-Trump et même des appels au meurtre du président américain. Alors que les États-Unis ont mené de nouvelles frappes sur l'Iran, 90 cibles militaires visées la nuit dernière. Eleana Bonas. Des explosions à Chabahar, l'un des principaux ports iraniens. Et plus à l'ouest, la province de Boucher est elle aussi touchée, à quelques kilomètres de la seule centrale nucléaire en activité du pays. Au deuxième jour de la reprise des frappes, les États-Unis disent avoir visé près de 90 cibles, dont des radars côtiers et des sites de stockage de missiles et de drones. Au moins une centaine de blessés et une vingtaine de morts en Iran. Quelques heures plus tard, les gardiens de la révolution diffusent ces images de missiles pour illustrer leur réplique. La République islamique d'Iran a visé par des attaques de drones les bases et centres stratégiques de l'armée américaine à Bahreïn, au Qatar et au Koweït. En plus de ces 3 pays, la Jordanie a aussi été visée sur l'une de ses principales bases militaires qui abrite des unités américaines, à 1h30 de la capitale. Une reprise des tensions en pleine cérémonie funéraire de l'ayatollah Khamenei. À Mashhad, sa ville natale, les militants pro-régime clament leur désir de vengeance. On peut lire « Tuer Trump » sur leur pancarte. Seuls les morts de Trump et de Netanyahou apaiseront notre douleur. Et ce serait pour préserver la sécurité de Donald Trump, selon la presse américaine, qu'il aurait changé d'avion hier soir et emprunté d'abord l'ancienne Air Force One. Le président lui-même affirme être menacé. Je suis numéro 1 sur la liste des personnes à tuer de l'Iran. Depuis la reprise des frappes, le trafic dans le détroit d'Ormuz tourne à nouveau au ralenti. Seuls 6 pétroliers auraient réussi à traverser aujourd'hui, soit 3 fois moins qu'hier. Émilie Musset depuis New York pour France 24. Bonsoir Émilie. Est-ce qu'on a une idée finalement de la stratégie suivie par Donald Trump après cette salve de frappe ? Alors, il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans ce conflit. Ce qui est sûr, c'est que le centre névralgique est évidemment le détroit d'Ormuz. Le président Trump essaye de mener une action rapide. Il a dit qu'il ne croyait pas à la reprise d'une guerre ouverte de grande envergure, mais on sait que les États-Unis marqueront par de fortes représailles toutes les attaques iraniennes contre les navires commerciaux du détroit d'Ormuz. On sait aussi qu'hier, des responsables américains ont dévoilé à Axios qu'ils se préparaient à une guerre, à une reprise des hostilités de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc ils s'attendent à ce que cela dure, à ce que cela peut-être, cette guerre intermittente se poursuive. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le cours du pétrole qui s'était envolé hier, qui avait atteint son plus haut niveau depuis la signature de l'accord il y a 3 semaines, a reflué assez fortement aujourd'hui. Signe que l'économie reste confiante et pense que la situation ne va pas dégénérer. Donc aujourd'hui, il est possible qu'on ait un rapport de force diplomatique, que chacun veuille négocier en position de force, mais il est difficile de savoir exactement ce que Donald Trump va faire. Merci beaucoup Émilie Musset depuis New York. Marc Semo, que veut Donald Trump ? Est-ce que c'est uniquement débloquer le détroit d'Ormuz ? Le sait-il lui-même ? Alors, il y a d'abord la question du détroit d'Ormuz, évidemment, où il y a un flou, c'est-à-dire dans l'accord qui a été passé, enfin le protocole d'accord, c'était la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz, avec un flou sur les Iraniens disant à nos conditions
et donc implicitement payant. Ensuite, on verra pour un règlement définitif une fois que l'accord aura été formalisé. Et les Américains disaient non, c'est la liberté dans le détroit d'Ormuz. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les bateaux qui refusent le chantage iranien passent par la route du sud qui borde Oman. Et les bateaux qui ont été visés, les 3 bateaux qui auraient été l'étincelle, c'était la 2e fois qu'il y a une montée de tension depuis la signature du protocole d'accord. Ces bateaux ont été visés donc dans les eaux omanaises. À partir de là, c'est enclenché ce phénomène. Oui, on est pour le moment dans quelque chose de très contrôlé. Si vous regardez attentivement, même au niveau du nombre de frappes, les Américains ont fait 80 frappes, les Iraniens en ont fait autant. Ensuite, les Américains ont refait de nouvelles frappes. Mais on risque de rester dans cette situation de ni paix ni guerre qui finalement est extrêmement pesante parce que les assureurs continueront à avoir peur d'assurer les bateaux pour passer dans le détroit d'Ormuz, donc ce qui est mauvais pour l'économie mondiale vu son rôle clé au niveau des exportations d'hydrocarbures et autres. En même temps, Trump veut toujours se sortir de ce bourbier. Donc il n'a pas envie de replonger dans une guerre totale. Et les Iraniens eux-mêmes, qui n'arrêtent pas de plastronner, de clamer victoire, de faire des démonstrations de force, en réalité, ils ne sont pas si forts que ça. Ils le savent. Le pays a quand même été profondément atteint. 30 000 frappes, une bonne partie de son potentiel militaire détruit. Les Américains ont un contrôle total du ciel iranien. Donc il y a ça. Et surtout, ils savent qu'ils ne pourront pas obtenir un accord meilleur, parce que globalement, l'accord qu'a bradé Trump pour arriver à se sortir de cette guerre leur donne satisfaction à peu près sur tous les points. Et le seul point où il y aurait des frictions profondes qu'est le nucléaire n'est pour le moment pas sur la table et sera négocié beaucoup plus tard et bien au-delà des 60 jours que prévoit le protocole d'accord. Gauthier, on doit s'attendre à ce que ces frappes intermittentes finalement durent alors que Donald Trump avait dit qu'il ne voulait pas d'une guerre longue? Vous voyez, tout est dans les nuances de ce que vous venez de dire. Une guerre longue, qu'est-ce que c'est? Une guerre longue par rapport à quoi? Le détroit d'Ormuz, la question du détroit d'Ormuz, elle est importante, elle est capitale, mais par rapport à l'ensemble de la problématique du Moyen-Orient, elle est un épiphénomène, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fonctionnait avant le conflit, maintenant qui ne fonctionne plus et auquel il est plausible d'ajouter des droits de passage, des droits de péage, etc. Et vous remarquerez qu'à l'inverse, même l'opinion internationale, si un accord durable est trouvé à propos d'Ormuz, nous crierons victoire, nous dirons c'est fantastique, la diplomatie a vaincu. Ça n'est pas vrai, La question, et c'est la raison pour laquelle la question du nucléaire est remise à plus tard, parce que elle est centrale de par à la fois la menace que l'Iran fait peser sur ses voisins, et notamment Israël, avec l'arme nucléaire. Elle est centrale parce que cette question joue encore, peut-être moins qu'avant, mais encore dans une certaine mesure, de ciment fédérateur au sein de la société iranienne. Et là, il y a un vrai débat, là, il y a un vrai os. Et celui-là, on ne peut pas, pour l'instant, l'aborder. Donc, si vous voulez, je crois que le Hormuz est non pas un rideau de fumée, mais c'est un aspect ponctuel et précis de cette crise. D'ailleurs, le plus étonnant, c'est que Donald Trump n'en ait pas eu, non pas conscience, mais qu'il n'ait pas eu la présence d'esprit de se dire attention, qu'est-ce qu'on fait à Hormuz? Parce que les militaires américains lui ont dit mais non, toute action dans ce coin-là, évidemment, suscite le levier qu'actionne Téhéran et qui consiste à bloquer Hormuz. Ce n'est pas surprenant en soi. Malgré tout, lui a voulu y aller et précisément dans l'idée que tout ça devait durer 2 jours, 3 jours, 4 maximum. Mais est-ce que la stratégie iranienne que de bloquer le détroit d'Ormuz ne peut pas se retourner contre Téhéran? Oui. Parce que Téhéran passe aussi par les exportations de pétrole passent par le détroit d'Ormuz et les importations. Or, justement, c'est en ça que les Iraniens ne sont pas, autant qu'on le dit, en position de force. Leur économie est aux abois. Il ne faut pas oublier ce qui s'était passé après la guerre des 12 jours, plusieurs mois plus tard, en décembre, en janvier dernier. Il y a eu ces protestations de masse dans les rues iraniennes, du jamais vu, qui ont été réprimées avec une sauvagerie sans précédent aussi, avec apparemment plus de 40 000 morts en 2 jours. Mais donc, le régime, pour qui la seule chose importante, c'est sa survie, c'est qu'il est sur une bombe à retardement. Il y a même une question hydrique
qui était déjà gravissime l'année dernière et qui sera encore plus cette année, au point que déjà l'année dernière, on parlait d'évacuer une partie de la ville de Téhéran parce qu'il n'y avait plus d'eau. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que le régime a un besoin crucial d'argent. Alors, d'où leur volonté, évidemment, de faire le péage à Hormuz. Mais en tout cas, cela ne suffira pas. Donc ils ont besoin du dégel des avoirs. Ils ont besoin éventuellement même de ce fonds qui est prévu dans l'accord pour la reconstruction, et cela passe par l'acceptation du plan. Donc le temps ne joue pas pour eux. Donc on est dans une situation très étrange où les Américains qui avaient gagné la guerre, militairement parlant, ont fait un accord de paix totalement bradé. Les Iraniens disent « nous avons vaincu la première puissance mondiale et la première puissance militaire régionale ». Mais sur le fond, malgré la démonstration de force et tout, ils savent que ce n'est pas ça. Et un dernier point, ce qui est quand même révélateur. Alors oui, ces funérailles d'Ali Khamenei ont été grandioses. Il y a eu des millions de personnes. Le corps est passé aussi en Irak, à Najaf, à Kerbala, dans les deux villes saintes, etc., etc., etc. Mais ce qui est quand même très frappant, c'est que c'était très organisé, et on ne voyait pas l'intensité des transes qu'il y avait eu, par exemple, lors des funérailles de Khomeini en 89. On voyait que c'était beaucoup plus une démonstration de force du régime, où les gens... Alors bon, d'abord, il y a quand même une base de 15 à 20% de la population qui se reconnaît chez les conservateurs, mais voilà, que les gens étaient plus là parce qu'il fallait y être. On ne voyait pas, on s'organisait avec tous leurs petits drapeaux, etc. Mais on ne voyait pas cette espèce d'émotion de tout un peuple qu'on avait vu au moment des funérailles de Khomeini. Gauthier, sur l'organisation de ces funérailles précisément, parce qu'on a vu dans ces cortèges, ces slogans, ces affiches aussi qui appelaient clairement à tuer Donald Trump. Il y a eu ces cibles, il y a eu ces slogans. Effectivement, le message, il est aux États-Unis, il est envers les États-Unis aussi. Mais comme le dit Marc, il est aussi une manière, il est savamment orchestré aussi pour délivrer ce message-là et pour surtout montrer que l'Iran va bien, même si c'est pas forcément le cas. Oui, alors, il y a à la fois ceux qui sont des convaincus du régime, il y a ceux qui veulent être convaincus, parce qu'imaginez-vous que la situation que vient de décrire Marc Semo, elle est aussi quelque chose de désespérant en interne, même si on n'est pas forcément quelqu'un de favorable au pouvoir, on se dit mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire il faut penser à ça aussi chez les masses quand il se passe quelque chose de grave, c'est de se dire après tout, qui que nous soyons et quoi que nous voulions, nous sommes malgré tout ensemble et c'est une forme de salut possible. Et donc, ça donne ce genre de manifestation, mais avec l'émotion en moins, c'est vrai. Vous parliez tout à l'heure de 89. Disons que la révolution islamique, elle n'avait pas grand-chose derrière elle et qu'il y avait encore peut-être beaucoup plus de personnes qui se faisaient des illusions sur la nature même de ce sujet. Mais je remarque aussi une chose, c'est que cette organisation, effectivement, des funérailles, au fond, elle a été permise aussi par les États-Unis qui contrôlent parfaitement le ciel iranien. Il y a là quelque chose, si vous voulez faire un... Alors je vais un peu fort, mais si vous voulez faire un carnage, il y avait tout ce qu'il fallait. Et au fond, la surveillance, finalement, de cet espace aérien au-dessus des funérailles est assurée par les États-Unis. Et encore une fois, les États-Unis... Et surtout dans la vision de Trump, c'est s'en sortir, quitte à dire que cette table est noire plutôt que blanche. Vous voyez ? C'est-à-dire que la manière de tordre la vérité, c'est toujours prêt chez Trump pour qu'il y ait cette sensation ou cette impression qu'il a gagné. Il l'a dit hier dans sa conférence de presse où un journaliste du New York Times s'est dit l'Iran, c'est pas terrible comme résultat. Et comment ? Et voilà, en donnant le sentiment que le seul aspect militaire de la chose... finalement, suffisait à accréditer l'idée que les États-Unis avaient gagné. Marc ? Le problème, c'est que c'est relativement sans solution. Parce que, bon, c'est pas ces frappes, on est loin d'un déluge de feu. Voilà, il y a eu 30 000 frappes pendant le mois de guerre intense. Là, on est à 170 frappes. Ça montre quand même les proportions. Ensuite, on ne voit pas ce que ces frappes pourraient obtenir de plus que le régime a résisté, ce qui n'avait rien d'évident, aux frappes massives du premier mois de guerre, à l'élimination de quand même toute une génération de dirigeants, à commencer par le guide suprême, grâce à la décentralisation, etc. C'est pas la dictature d'un seul homme comme pouvait l'être l'Irak de Saddam Hussein ou la Syrie des Assad. Le régime a tenu, donc c'est pas ça qui va le faire tomber. C'est pas ça non plus qui va encore accroître les dévastations. De l'autre côté,
c'est très facile de bloquer le détroit d'Ormuz, même s'il suffit d'avoir quelques hommes qui lancent un drone. À partir du moment où un bateau est touché, les armateurs prennent peur, et c'est de là que vient le blocage. Donc, c'est sans solution à court terme, et le risque, c'est de s'enliser dans une espèce d'entre-deux, de guerre, qui n'est pas vraiment une guerre, avec un cessez-le-feu qui est en soins palliatifs, mais dont on n'acte pas finalement la fin, et cela est redoutable, à la fois pour l'économie mondiale, mais aussi pour même la sécurité de la région. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le rôle que va jouer à venir le fils de Ali Khamenei, qu'on n'a pas vu d'ailleurs pendant ses obsèques. Donc on ne sait même pas dans quel état il est. Voilà, on ne sait même pas s'il est vivant. Apparemment, il est vivant. Il ne s'exprime que par voie de communiqué jusqu'ici. Il n'a pas été vu. Comme vous le dites, on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'il est réellement blessé? Si oui, à quel point? Non, il était dans la même pièce où son père est mort et toute sa famille. Donc, on peut imaginer que quand même, il n'est pas... On n'a pas d'informations. Il n'est pas indemne. Mais sur l'exercice du pouvoir désormais, sur la succession... Mais le régime a déjà changé d'une certaine façon, parce que c'était un régime théocratique absolu, qui était la notion même de la République islamique, c'est-à-dire c'était, elle institutionnalisait le pouvoir de religieux sur le politique. Là, on est dans une situation différente, parce que lui, c'est pas un ayatollah. Je crois qu'ils lui ont donné le titre à la fin pour qu'il puisse occuper le poste, mais c'est pas un religieux, c'était un militaire assez proche des Pasdaran, c'était un homme qui verrouillait déjà, qui avait un rôle important, mais c'est pas un religieux, et donc on est déjà passé de la République des turbans à celle des képis. Avec la montée en puissance des Pasdaran dans toutes les institutions, plus que jamais. Et donc là-dedans, on le voit même à des détails. Ce qui a frappé beaucoup des journalistes qui ont été là-bas, qui sont revenus, qui ont raconté, c'est qu'on voit des femmes maintenant, de plus en plus de femmes sans le foulard. Parce que, là-dessus, les Pasdaran ne sont pas aussi obsessionnels sur la question que les religieux. Mais en même temps, le guide suprême était celui qui avait l'autorité qui tranchait sur les questions. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas si Mojtaba peut le faire. Et surtout, il n'a pas l'ampleur et la carrure de son père. De ça. Oui, juste d'un mot, la question de la nature du régime, effectivement, est primordiale. Dans ce que vous disiez à propos des femmes voilées, le fait qu'il en ait moins, là aussi, tout dépendra de la façon dont les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, verront un relatif, tout ça entre guillemets, assentiment de la population à leur pouvoir, ou bien au contraire, une forme de développement de ce qui avait donné à ce massacre de 40 000 personnes. C'est-à-dire que l'utilisation de la coercition contre les personnes qui ne portent pas le voile, tout ça va dépendre justement de la réception de ce nouveau régime. Alors qu'en ce moment, il n'est pas la tête à réprimer la chose, oui, probablement, et qu'il n'ait pas non plus envie de se charger d'ennuis et d'embêtements supplémentaires, oui. Pour le reste, je ne suis pas sûr que ce changement de régime, parce que vous avez vu que Trump parfois s'appuie là-dessus en disant « mais oui, mais enfin tout ça a changé ». Attendez, ça reste quand même des gens qui ont dans l'idée qu'une révolution théocratique, même s'il y a des affrontements de caste, que l'idée d'une révolution théocratique n'est pas la plus mauvaise, et que à partir de là, on gère en fonction de la manière dont le pays se porte. Donc attention à ça, je ne crois pas que ça soit une façon de dire que le régime a fondamentalement changé. Quand on dit le régime a fondamentalement changé, c'est parce qu'on voudrait que ça soit le cas sans qu'on ait rien fait pour. C'est exactement le cas de Donald Trump et des Américains. Un dernier mot peut-être sur l'Iran avant de passer à l'Ukraine. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'Iran et ses funérailles qui touchent à leur fin, puisqu'on en est au 6e jour de deuil national, et Ali Khamenei qui va donc être inhumé dans sa ville natale de Mashhad. L'Ukraine revendique avoir attaqué 12 pétroliers russes la nuit dernière dans la mer d'Azov. Touché également un cargo et un remorqueur. Depuis plusieurs mois, Kiev multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques de Moscou. Moscou qui voit comme un affront cette décision de Washington d'autoriser Kiev à produire des missiles patriotes. Écoutez à ce sujet le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Quant aux patriotes, oui, il est évident que les États-Unis continuent de fournir à grande échelle des armes et des technologies militaires à l'Ukraine. C'est effectivement le cas, nous en sommes parfaitement conscients. Nous ne nous faisons pas d'illusions, le président Poutine en est pleinement conscient. Quand Dmitri Peskov dit
Vladimir Poutine en est conscient. Ça veut dire qu'il va s'en servir de prétexte pour frapper encore plus fort? C'est plausible. Là, on est quand même dans une logique d'escalade au début d'un été qui sera décisif. Les frappes en profondeur vont continuer. Les Russes n'ont toujours pas trouvé, alors ça va peut-être changer, mais jusqu'ici, des moyens de les contrer. Le territoire est immense. Les drones et les missiles ukrainiens sont toujours plus performants. Donc la Russie n'arrivera pas à tout protéger avec, avec leur système, j'oublie comment ça s'appelle, de missiles antimissiles. Donc effectivement, c'est un moment où pour les Russes, la situation est difficile. Les signaux se sont multipliés. Il y a la question, maintenant, il y a plus d'essence est rationnée dans beaucoup de régions, dont à peu près la moitié du fait des attaques sur les infrastructures pétrolières notamment. Donc la guerre devient de plus en plus tangible, de plus en plus concrète pour les Russes. Il y a des raids sur les villes. Alors, il n'y a pas beaucoup de victimes. Mais voilà, la guerre est là. Ensuite, les pertes continuent. Les Russes continuent à perdre en moyenne 35 000 hommes par mois. Ils n'arrivent plus à les remplacer, même en faisant des contrats, parce qu'il s'agit tous de contrats entre guillemets de volontaires, qui prévoient d'ailleurs 2 000 euros par mois, ce qui est quand même une somme considérable. Mais malgré ça, même en faisant venir des étrangers et tout, ils n'y arrivent plus. Donc, il y a cet mauvais alignement de planète pour Poutine. Donc, effectivement, l'annonce que Kiev pourra avoir des patriotes fabriqués par elle-même, est un mauvais signe. Ensuite, il faut quand même relativiser. Bon, ça a été une annonce, il faut encore la concrétiser. Mais d'ailleurs, les consignes sont assez floues, parce que même hier, Donald Trump, quand il l'a annoncé, ça ne veut pas dire que demain, l'Ukraine produira tout de suite des patriotes. Non, parce que ça prend du temps, de toute façon. Voilà. Ensuite, la question est, est-ce qu'ils vont recevoir les patriotes qu'ils demandent en attendant, alors qu'il y a une question de priorisation, l'armée américaine voulant renflouer ces stocks qui ont été mis à rude épreuve, y compris par ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais c'est un vrai tournant, parce qu'on voit d'abord que les États-Unis, Trump perçoit maintenant Zelensky comme un gagnant. Il voit tous les intérêts d'une coopération militaire. L'Ukraine est ancrée maintenant dans le système de défense occidental, même si les portes de l'OTAN lui restent fermées. Et surtout, je terminerai là-dessus, pour les États-Unis, maintenant, l'Ukraine, c'est entre guillemets tout bénef. C'est-à-dire, ce sont les Européens qui payent les armes pour l'Ukraine. Et ce sont des armes américaines. Donc l'Ukraine n'est plus un fardeau pour les États-Unis. Au contraire, c'est quelque chose de rentable. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ce virage à 180 degrés de Donald Trump. C'est parce que Donald Trump, il voit clairement son intérêt dans le fait d'offrir, enfin en tout cas de donner cette licence pour les patriotes à Kiev. C'est un double bénéfice, effectivement. C'est qu'à la fois, Trump dit aux Européens et autres, prenez-vous en charge, donc augmentez la part du PIB affectée à la défense, et en même temps, avec cette part augmentée, fournissez-vous chez nous. Donc ça, c'est effectivement un avantage. Sur la manière... je reste toujours sceptique avec Trump de savoir si... Parce qu'au moins, ça serait logique, mais s'il n'y avait que cette colonne vertébrale du gain, du bénéfice, d'accord, on serait d'accord. Là, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose, effectivement, qui momentanément est intéressant pour les États-Unis, en termes justement de rentrée d'argent. Et puis, on avait vu aussi, vous disiez, la reconstitution des stocks de munitions. Est-ce que ça sera toujours le cas si, je ne sais pas, si Zelensky fait des déclarations d'amour à l'Europe, comme il l'a fait déjà, mais s'il insiste à nouveau, si on voit qu'il a à cœur de vendre la technologie des drones, en tout cas avec ses acquisitions scientifiques, cognitives, est-ce que s'il le fait d'une manière qui pourrait agacer, vous voyez, c'est même ça des fois, c'est l'agacement de Trump qui peut proposer ou provoquer une évolution de comportement. Je ne sais pas du tout. Je suis d'accord pour dire qu'on va vers un tournant, oui. Est-ce que cette donnée qui est la donnée financière avec effectivement un avantage aux États-Unis, est-ce qu'elle sera constante? Est-ce qu'elle peut s'appuyer dessus comme étant une ligne constante des Américains? J'en suis pas sûr. Mais derrière les rodomontades de Trump, ses tournants, ses virages, ses humeurs, etc., il y a un fil, il y a une constante dans la politique des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. Alors, il y avait effectivement, depuis Obama déjà, ça avait été continué après, cette idée il faut aller vers l'Asie et donc de plus en plus se désengager de l'Europe, en laissant ça aux Européens. L'administration Trump, au-delà donc des rodomontades du président, parle de ce qu'ils appellent leur projet d'OTAN 3.0.
Il y a eu l'OTAN 1.0 qui était celle de la guerre froide, l'OTAN 2.0 qui était celle de l'après-guerre froide, des interventions extérieures en Afghanistan ou ailleurs lointaines, etc. Et là, on revient à la mission première, la sécurité du vieux continent, dans cet OTAN 3.0, avec cette idée de base que les Européens assureront de plus en plus la défense conventionnelle de l'Europe, d'où l'importance de l'Ukraine. Alors même si elle n'est pas encore membre de l'Alliance, mais rappelez-vous, depuis déjà le sommet de Washington, il est écrit noir sur blanc que la marche de l'Ukraine vers les structures euro-atlantiques, je ne me souviens plus des mots exacts, est irréversible. Donc voilà, ils vont rentrer dans l'OTAN un jour ou l'autre. Et en revanche, les États-Unis conservent la protection stratégique, le nucléaire, et sont un espèce de parapluie en second rideau pour l'Europe. Donc, c'est cohérent. Et c'est d'une certaine façon ce qui va dans le sens de ce sur quoi la France a longtemps lutté. C'est-à-dire cette idée de ce véritable pilier européen de l'Alliance. Alors évidemment, c'est pas simple. Il y a la question des armes américaines. Est-ce que ce pilier européen de l'Alliance va avoir sa propre industrie de défense qui serait fondamentale ou de plus en rester dépendant des États-Unis? Toutes ces questions sont ouvertes. Aussi la question de passer effectivement aux 5% du PIB de la défense. Mais c'est quelque chose qui s'est mis en branle. Et c'est en ça que le sommet d'Ankara est important. Et qu'il est important pour ce tournant parce qu'il montre justement à quel point aujourd'hui la défense occidentale se joue à l'Est. Oui, bien sûr. À l'Est, très rapidement. Non, juste oui, elle se joue à l'Est, simplement. Il y a des colonnes vertébrales chez Trump, on est d'accord, et je pense qu'il y en a une aussi qui peut fonctionner si jamais, par exemple, l'Ukraine connaissait un gros pépin et qu'elle soit en passe de s'effondrer. Que fait Trump? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se met à nouveau avec Poutine? Malgré tout ce que vous venez de dire, je ne suis pas persuadé que l'attitude des États-Unis soit désormais fiable en sens où on peut la connaître. Trump, non. Mais Trump et les États-Unis, c'est différent. Par exemple, si vous prenez Rubio, qui pourrait même peut-être succéder à Trump, cette espèce de cohérence, elle est là. À condition qu'on l'écoute, Rubio, parce que des fois, il est un peu face à des oreilles sourdes. Merci beaucoup Gauthier Rybinski, Marc Semo pour On va plus loin. C'est tout pour ce soir. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de l'essentiel, on reviendra bien sûr, puisqu'on approche de ce fameux premier quart de finale du mondial France-Maroc. On ira prendre le pouls, notamment à Boston. Évidemment, c'est là que tout se joue. À tout à l'heure.